L'histoire qui bascule au Gabon, le chef de la garde républicaine vient d'affirmer qu'Ali Bongo est mis à la retraite. On va essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment dans ce pays d'Afrique centrale avec Laurence Ndong. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes universitaire, mais on vous invite aussi et surtout comme conseillère spéciale du candidat de l'opposition gabonaise, Albert Ondo Ossa, qui a perdu cette présidentielle selon les résultats officiels. Avec nous également Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique. Laurence Ndong, la première question, elle est pour vous. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous approuvez ce coup d'État militaire à Libreville ? Alors, pour parler de ce coup d'État, il va être difficile d'être dans la dichotomie. Je condamne ou j'approuve. Il faut étudier, il faut bien regarder le contexte, parce que le plus important, c'est qu'est-ce que le peuple y gagne, qu'est-ce que le peuple pense. Parce que des fois, l'idéologie, elle est bien, mais quand elle s'applique à ce qui fait avancer les choses. Ça fait 56 ans que les Bongos sont au pouvoir. 30 ans de confiscation des processus électoraux. C'est quand même depuis 1993 que l'on a des élections multipartites et que l'opposition réclame à chaque fois la victoire. Le peuple sort dans les rues, c'est le même scénario. Donc vous approuvez, vous, dans l'opposition, qu'il soit déposé, Ali Bongo? Alors, c'est une chose qu'il soit déposé. Donc c'est comme tous les Gabonais ce matin. À 4 heures du matin, nous étions en pleurs de réaliser que nous étions mobilisés corps, âme et esprit pour remporter une élection que l'on a véritablement remportée dans les urnes, parce que moi j'ai surveillé 3 bureaux de vote à Paris où sur 750 votants, Ali Bongo n'a eu que 71 voix. Donc, et la tendance était la même au Gabon. On sait comment ils font, ils inversent les résultats. Le vaincu, Ali Bongo, est déclaré vainqueur et le vainqueur déclaré vaincu. Donc nous étions tristes à 4 heures du matin de réaliser que le même scénario est en train de se reproduire. Pourquoi cette fois-ci le scénario ne passe pas? Le scénario ne passe pas parce que les conditions sont extrêmement différentes. En 2023, le Gabon est pire que ce qu'il était en 2016. Et en 2016, il était pire que ce qu'il était en 2009. Les conditions de vie au Gabon se sont considérablement dégradées. Et en plus, nous n'étions pas sortis de la crise électorale de 2016. Elle était encore en cours en 2018 lorsqu'il a eu son AVC qui n'a rien arrangé parce qu'ensuite, on ne sait plus qui dirige le Gabon. La crise de la Covid-19 est venue encore aggraver les conditions de vie. Et donc, tout ceci était très insoutenable pour le pays, qui s'est donc mobilisé pour faire tomber le président par les urnes. Mais malheureusement, l'inversion de ce matin a créé le désarroi. Et ce qui fait que le désarroi étant grand, l'annonce des putschistes a créé la liesse. Antoine Glaser, je me tourne vers vous. Est-ce que vous, spécialiste des questions africaines, vous êtes surpris, oui ou non, par ce coup d'État militaire? Oui, je ne vais pas dire que je ne suis pas surpris. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ressemble plus un peu à ce qui s'est passé un peu au Niger. Ça veut dire qu'au départ, c'est peut-être un problème, un conflit interne au pouvoir. Et entre finalement ce chef de la garde présidentielle qui est peut-être déposé. Et c'est quand même assez intéressant de voir que dans sa première intervention, il a tout de suite condamné le fils du président et mis aux arrêts tout le cabinet de ce fils à qui il était reproché de vouloir finalement faire revenir à la garde présidentielle le Frédéric Bongo, l'ancien demi-frère, enfin le demi-frère du président Ali Bongo. Mais Antoine Glaser, est-ce que c'est vrai, comme le disent certains Gabonais, voire de nombreux Gabonais, que depuis l'AVC en 2018 d'Ali Bongo, c'est son épouse Sylvia Bongo, qui donc aurait été arrêtée par les militaires, et son fils qui tiennent le pays, et que c'est aussi cela, la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase? Je ne veux pas rentrer dans ces considérations, je veux dire, de savoir, vous savez, entre le président, sa femme, le fils, mais a priori, il y avait vraiment un problème au palais. C'est vrai que finalement, le chef de la garde, un peu comme au Niger, profite d'une situation qu'a décrit Laurence, une situation dans le pays, un pays qui est quand même l'un des plus riches d'Afrique, un pays à revenu intermédiaire qui s'appelle le pays PUM, pétrole, uranium et manganèse. Il n'y a plus d'uranium, mais il y a quand même premier producteur mondial de manganèse qui a plein de bois et encore beaucoup de pétrole. Et de voir la population aussi pauvre, c'est évident que le chef de la garde, qui est quand même lui-même l'aide de camp d'Omar Bongo, avant d'être le chef de la garde d'Ali Bongo, au départ, ça peut être une révolution effectivement de palais,
mais qui se termine avec une liesse populaire dans le sens où finalement ce chef de la garde va surfer sur finalement une situation intolérable pour les populations. Restez avec nous, Antoine Glaser. Merci pour ce premier éclairage. Laurence Ndong, on va parler maintenant du candidat que vous avez conseillé sur la fin de la campagne, disons-le, Albert Ondo-Ossa. Il ne s'est toujours pas exprimé, il n'a pas réagi. Ça intrigue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une certaine prudence? Ça veut dire qu'il est en contact avec ses militaires? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais juste compléter ce qu'a dit Antoine en précisant que le coup d'État a quand même, quand on regarde l'image, on voit des officiers supérieurs de la gendarmerie, de l'armée de terre, de la garde républicaine et on voit même un responsable du renseignement. En civil. Voilà, en civil. Donc on voit bien qu'il y a quand même différents corps d'armée qui sont impliqués dans ce coup d'État. Le coup de tête comme ça en dehors simplement voilà, je ne sais pas si on peut attribuer ça uniquement aux responsables de la garde républicaine. Donc maintenant, pour ce qui concerne le professeur Ondo-Ossa, il faut savoir que chez nous au Gabon, la sagesse veut que les responsables, les leaders ne s'expriment pas vite. Il faut qu'ils prennent le temps de bien observer la situation parce que ce qui arrive aujourd'hui était à la fois prévisible et imprévisible. Prévisible dans le sens où on se disait quelque chose va forcément se passer. Le pays va trop mal. On ne peut pas mettre un pays comme ça sous cloche sans qu'il n'y ait de réaction. Mais il faut dire que personne n'avait vu venir. Pardonnez-moi, votre candidat a déclaré dimanche au lendemain du scrutin, s'ils pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. Oui. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Ça sonnait comme un avertissement. Est-ce qu'il était en contact avec ces militaires qu'on voit aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il était en contact avec eux. Pourquoi? Parce que moi-même, hier matin, j'ai posté une vidéo sur les réseaux sociaux, sur tous mes réseaux sociaux, dans laquelle je parlais aux militaires. Parce que nous savons que le dernier rempart des Bongos, quand ils trichent l'élection, c'est l'armée. Donc, nous étions tous en train d'envoyer des messages à l'armée en leur disant « Cette fois-ci, mettez-vous du côté du peuple. Cette fois-ci, refusez de réprimer les populations parce que vous souffrez comme elles. » Donc, c'est un message que nous avions choisi d'adresser aux militaires pour les sensibiliser, pour qu'ils se retournent contre le régime. Mais nous n'imaginions pas que ça irait jusqu'à un coup d'État. Pour nous, ils allaient simplement laisser les manifestants manifester sans les réprimer. Et c'est en cela que nous, on les appelait, c'est ce qu'on attendait d'eux. Mais ils sont allés... Pour le coup d'État, franchement, je ne pense pas qu'on l'ait vu venir. Pas du tout. Mais dans notre stratégie, il y avait dans notre communication le fait d'interpeller les militaires et de les sensibiliser par rapport à la répression qu'ils opèrent souvent sur les populations. Alors, une information qui vient de nous parvenir, Eramet, le groupe minier français qui a suspendu ce matin, lors du début de ce coup d'État militaire, ses activités, déclare qu'il va les reprendre progressivement. On va parler de la France dans un instant, mais d'abord, Antoine Glaser, je me tourne vers vous. Vous avez parlé du Niger. Précisons d'ailleurs que là, on ne voit pas du tout d'hostilité envers la France, pour l'instant, qui a condamné le coup d'État militaire. Il n'y a pas le même degré d'hostilité, on va dire, en tout cas, ou défiance vers la France. Mais Antoine Glaser, vous avez parlé du Niger, il y a eu le Burkina Faso, le Mali, la Guinée. Il y a la diaspora, dit-on, notamment congolaise de Brazzaville, voire du Cameroun, qui se réjouit ce soir de ce coup d'État militaire en cours. Est-ce qu'on est dans une théorie des dominos? Est-ce que d'autres pays peuvent être touchés? Alors moi, je ne suis pas trop pour la théorie des dominos, mais je suis plutôt en pensant, même je ne suis pas un historien, mais comme quoi on est quand même dans une fin de cycle, une fin de période historique, et c'est évident que la succession, que ce soit au Cameroun de Paul Biya ou au Congo, au Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, va se poser à très court terme. Et donc on voit bien qu'il y a quand même comme ça un courant, on a l'impression que c'est une fin de période, un certain nombre de choses qui auraient dû se passer, de changements avec des sociétés civiles, qui auraient dû se passer à la fin de la période postcoloniale, à la fin de la guerre froide en 1990. Finalement, on a l'impression qu'il y a une forme d'anachronisme historique, c'est en train de se passer maintenant avec un certain décalage, même s'il y a des situations évidemment complètement différentes au niveau sahélo-saharien, mais le fond, quand même, sur l'ensemble du continent africain, c'est une sorte de souverainisme, de volonté panafricaine de prendre ses affaires en main, que ce soit au niveau des militaires ou de la société civile. Antoine Glaser, le Gabon, c'est l'un des pays symboles de ce qu'on a appelé la France-Afrique. Paris a donc réagi, condamne ce coup d'État militaire. Au début, c'était plus prudent quand on a appris ce qui se passait à Libreville. Comment analysez-vous, et je vais poser la question à Laurence Ndong, comment analysez-vous cette réaction des autorités françaises?
Bah, les autorités françaises, je veux dire, ça fait bien longtemps, du temps d'Omar Bongo, c'était vraiment le cœur de la France-Afrique, toutes les opérations secrètes, que ce soit la guerre du Biafra, les relations avec l'Afrique du Sud, cette situation dans la région, les mercenaires de Bob Denard qui allaient se reposer au Gabon. C'était vraiment une période historique. On n'est plus du tout, évidemment, dans cette période. Et la France fait toujours croire qu'elle a toujours un potentiel et des marges de manœuvre. Elle en a très peu. Il y a effectivement 350 soldats encore français dans le cadre des éléments français du Gabon, mais ils sont plus maintenant dans tout ce qui est la formation et c'est la position géostratégique. Mais très franchement, Ali Bongo, contrairement à son père, était beaucoup moins francophile. Lui, franchement, son fief, c'était il est rentré au Commonwealth. Vous avez vu que même Il s'exprime en anglais, ouais. En anglais. Ouais. Vraiment, lui, si on veut chercher ses maisons et ses hôtels particuliers, c'était beaucoup plus à Londres. Nourdine, son fils qui a été mis aussi en prison, c'était vraiment un financier plutôt de la place de Londres. Et donc, on était déjà dans une période qui n'était plus la période de la France-Afrique. Je veux dire, avant, vraiment, il y avait vraiment la Côte d'Ivoire qui était un peu, pas la tête pensante, mais avec le président Houphouët-Boigny et les Français, en particulier Jacques Foccart, le monsieur Afrique Général de Gaulle, c'est eux qui avaient une stratégie franco-africaine. Et le Gabon, c'était vraiment là où se passaient toutes les opérations secrètes. C'était à partir du Gabon. Et là, c'était vraiment la France-Afrique. F. Gabon qui finançait aussi les mallettes de billets pour les politiques en France. On n'est plus du tout dans cette période. Et d'ailleurs, vous parliez du Commonwealth qui a réagi et qui se dit très préoccupé sur la situation à Libreville. La réaction de la France, Laurence Andon, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? La réaction de la France nous inspire du cynisme et nous inspire une sorte de réelle politique aérée. Parce que pour nous, la réelle politique, elle va dans le sens des peuples. Ceux qui condamnent les coups d'État, et comme par hasard, j'ai encore fait un post hier sur Twitter, là où je parlais de cela, et j'ai interpellé Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le président Joe Biden en leur disant ne laissez pas Ali Bongo commettre un troisième coup d'État électoral. Parce que lorsqu'on condamne les coups d'État, on les condamne tous. On condamne les coups d'État militaires et on doit condamner les coups d'État institutionnels et militaires. Pour vous, c'est pas comme au Niger. Là, c'est un président qui est mal élu, selon vous, contrairement à Mohamed Bazoum au Niger, qui, lui, avait été élu. Mais Ali Bongo n'a jamais été élu. Nous avons l'élection présidentielle de 2016, où il y a eu une mission d'observation des élections de l'Union européenne, conduite par des députés européens, qui ont rédigé un rapport qui disait, dont les conclusions disaient clairement que l'élection avait été entachée de fraude massive, mais remettant en cause le processus et les résultats annoncés. Ces députés européens ont voté 2 résolutions au Parlement européen demandant des sanctions contre le régime gabonais qui n'ont jamais été appliquées. Donc tout le monde a fait comme si Ali Bongo avait été élu. Mais je me rappelle encore de M. Manuel Valls qui a dit sur une télévision française, Ali Bongo a été élu, mais pas comme on l'entend. On a entendu M. Emmanuel Macron dire que l'élection d'Ali Bongo devait laisser mériter un jugement circonstancié. Mais vous diriez que c'est risqué ce que fait la France aujourd'hui quand on connaît l'hostilité dans les pays qu'on a cités tout à l'heure, Mali, notamment Guinée, Burkina Faso, Niger ? C'est risqué parce que les Gabonais ont toujours été convaincus que la France que le régime Bongo avait le soutien entièrement de la France. Ouais. Et même lorsqu'on a essayé de leur dire, comme Antoine vient de le faire, de leur montrer qu'en fait, vous regardez bien, Ali Bongo aujourd'hui, il tourne même le dos à la France. Il y a une bonne partie des Gabonais qui ne le... Mais il y a 10 à 12 000 ressortissants français sur place. Selon vous, ils n'ont pas de souci à se faire, les 10 à 12 000 Français. Je ne parle pas des 350, 400 soldats. Les Gabonais ne sont pas violents. Les Gabonais ne sont pas violents. Le problème des Gabonais, c'est le système Bongo, c'est la famille Bongo. Les Gabonais aujourd'hui veulent voir à la tête de leur pays un autre nom. 56 ans d'une même famille au pouvoir, c'est trop. Alors qu'est-ce que vous demandez ce soir? Est-ce que les militaires doivent rendre le pouvoir aux civils, et notamment à celui officiellement arrivé deuxième de ce scrutin, votre candidat? Le professeur Ondossa n'est pas arrivé deuxième. Le professeur Ondossa a remporté cette élection. Ils ont fait, comme d'habitude, une inversion de résultats. Après, vous êtes tenu d'annoncer les chiffres officiels. Moi, non. Moi, j'annonce les chiffres du terrain. Alors la transition dès demain, c'est quoi? Votre rêve, c'est quoi? C'est que les militaires appellent votre candidat et lui disent, voilà, c'est vous qui assurez cette transition? C'est ce qui serait logique. On sort d'une élection. Il y a un candidat, il y a une personne qui a été
élus. Donc l'objectif serait quand même qu'ils prennent le pouvoir. Mais en même temps, les militaires remettent en cause, et les Gabonais aussi remettent en cause le déroulé du processus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des candidats qui ont quand même été élus parce qu'ils étaient face à Ali Bongo. Ça veut dire qu'on n'était pas là dans des élections où on regarde le projet, où on regarde les propositions. C'était tout sauf Ali Bongo. Et c'est pas sûr que si on refait une élection libre, transparente, où chacun peut se présenter, qu'on aurait les mêmes résultats. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai dit la situation est assez compliquée. Les putschistes disent qu'ils veulent organiser après des élections libres et transparentes où tout le monde, avec des institutions comme il faut. Mais on va voir pour l'instant. Voilà, il faut simplement être vigilant pour que seul le peuple gabonais sorte vainqueur et que les militaires, au final, restituent au peuple sa dignité et sa souveraineté. Merci beaucoup, Laurence Ndong, conseillère spéciale du candidat de l'opposition Albert Ondo-Ossa. Merci Antoine Glaser pour votre éclairage toujours aussi pertinent d'avoir été avec nous en direct ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde.